Sénégal 7 TV, amis internautes, bonjour et bienvenue dans nos studios. Merci également de nous recevoir chez vous. Nous sommes avec notre invité, il s'appelle Mamadou Niang, il est géographe, environnementaliste, membre de la Convergence des jeunesses républicaines. Alors, Mamadou Niang, bonjour. Bonjour Abdou Khadre Coulibaly. Alors, nous allons aujourd'hui parler de Bakel, de la commune de Bakel, qui se situe dans la région de Tambacounda, dans l'est du pays. Et nous allons également parler des jeunesses républicaines. Beaucoup de problèmes dans leur organisation, réunissant les jeunes. Alors, quelle est aujourd'hui la situation, notamment à Bakel? Je vous remercie, Abdou Khadre Coulibaly, de m'avoir invité ici dans votre studio pour justement parler de la situation politique et économique du département de Bakel de manière générale, mais également pour parler de la situation de la jeunesse républicaine. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, le département de Bakel a été quand même a été quand même un département qui a été pris en charge par le président de la République Macky Sall dans son ambition de développer le Sénégal entier. Et aujourd'hui, les 74,99% qu'on lui a donné lors des élections lors de l'élection présidentielle précédente se justifie. Se justifie à plus d'un titre, parce que tout simplement, il a eu quand même à mettre en place des infrastructures dont le développement dont le département de Bakel n'a jamais bénéficié. C'est des infrastructures, par exemple, si on regarde le volet hydraulique, il a construit 46 ouvrages hydrauliques répartis entre des forages multivillageois d'une capacité de 50 mètres cubes, mais également des forages équipés en kit solaire. Il en a construit là aussi une quarantaine, et également des forages MTF. Donc ce sont ces infrastructures aujourd'hui permettent aux populations d'être de profiter véritablement d'une adduction en eau potable. Également sur le plan de l'électrification rurale, le président de la République a fait des efforts colossaux. Et là, je vous dis véritablement qu'il est allé au-delà de nos espérances. Parce que tout simplement, il a électrifié une cinquantaine de villages. Et cette cinquantaine de villages, quand on regarde très bien, il a construit une vingtaine de mini-centrales solaires d'une capacité de 15 MW. Par exemple, mon village, chez moi, nous en avons bénéficié. Mais également, il a raccordé beaucoup de villages au réseau national de la Sénélec, à la dorsale de la Sénélec, c'est-à-dire la ligne qui longe le fleuve Sénégal, mais également la Falémé. Aujourd'hui, ces progrès-là ont poussé véritablement les populations à renouveler leur confiance à son Excellence le Président de la République, Macky Sall. Et au-delà de ça aussi, nous pouvons parler du désenclavement. Là aussi, il a désenclavé pratiquement une centaine de villages à travers la RN1, mais également à travers la RN2 qui passe par le Fouta. Ces pistes de production aujourd'hui qu'il a construites permettent à ces populations-là de quitter leur zone d'occupation pendant des périodes critiques de l'hivernage pour aller vers les grandes villes. Mais ce n'est pas toutes les routes qui sont construites là-bas. Il y a des endroits où il est difficile de se déplacer pour les populations. Effectivement. Il a fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que de 1960 à 2012, le département de Bakel était rangé aux oubliettes par l'État du Sénégal. C'est ça la vérité aussi. Et avec son avènement, il a fait des efforts colossaux. Il est allé au-delà de nos espérances. C'est pour cela que nous lui portons dans notre cœur, en vérité. Mais quand même, la pauvreté subsiste toujours dans cette région-là. Je pense dans que cette commune. La pauvreté, c'est pas à Bakel seulement, c'est partout au Sénégal, partout en Afrique. Aujourd'hui, le Sénégal mène un combat contre la pauvreté. Si vous regardez les 535, le tout nouveau slogan, les nouvelles directives du président de la République Macky Sall, c'est parce qu'il a constaté que de 1960 à 2012, nous étions
dans la réduction du gap de l'électrification, dans la réduction de l'addiction en eau potable, dans la réduction du gap dans les infrastructures sociaux de base au niveau des zones rurales. Aujourd'hui, il veut aller vers un accès universel. D'où le slogan 535. Les 5 accès universels dont il parle véritablement, c'est dire que le Sénégal a suffisamment réduit aujourd'hui ce gap-là. L'universalisation de ces services-là est aujourd'hui à notre portée. Et je suis confiant que le président de la République, Macky Sall, avant d'arriver à terme de ce mandat-là, il va offrir aux Sénégalais un visage nouveau. Et cela va permettre au peuple de redonner confiance au PSE pour que le PSE se poursuive jusqu'en 2035. D'accord. Alors, au-delà de ces travaux-là, dans le cadre du PSE, le PSE est conçu pour les populations. Mais il se trouve qu'actuellement, ce que la réalité montre, c'est que les populations actuellement souffrent le martyre. Vous n'êtes pas vous êtes conseiller parlementaire, certainement vous descendez quelquefois sur le terrain, vous voyez que les populations pour qui on travaille, les populations pour qui est destiné à qui est destiné le PSE, actuellement rien ne va du côté de la population. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que les priorités, peut-être sur le programme du président de la République, dans le programme du président de la République, ce sont les infrastructures. Mais est-ce que cela peut justifier le fait que la population soit oubliée aussi? Non, la population n'a pas été oubliée. En tout cas, à Bakel, la population n'a pas été oubliée. Il y a un autre volet dont je n'ai pas fait mention, c'est les filets sociaux, les bourses de sécurité, les bourses de sécurité familiale. Qu'est-ce que ça peut régler ça? Mais ça règle pas mal de problèmes. C'est que vous, 25 000 francs par 3 mois. Les gens qui sont à Dakar, concrètement, les gens qui sont à Dakar, ils ne s'imaginent pas. Il y a des ménages, je vous dis bien, qui restent pendant 3 mois sans avoir 10 000 francs. Vous ne le savez pas parce que vous gagnez bien votre vie. Vous ne le savez pas parce que tout simplement, vous n'êtes pas allé dans le monde rural. Mais le président qui a fait le tour du monde rural, il sait qu'il y a effectivement des ménages qui vivent pendant tout un mois sans pour autant avoir 30 000 francs. Mais ces bourses sont matérialisées aussi à Dakar aussi. Hein. Mais bien sûr, mais le monde rural en a bénéficié plus. Il faut le reconnaître aussi au Sénégal. Et aujourd'hui, les populations de Bakel ont été reconnaissantes en réalisant le président avec 74,99%. Ce taux-là justifie à bien des égards les efforts que le président a fait là-bas sont des efforts louables. Donc, il faut vraiment... Alors, nous allons en venir à la situation des jeunesses républicaines. Le président de la République a suspendu beaucoup de ces subventions-là qui leur étaient allouées. Quelle est aujourd'hui cette situation du côté des jeunesses républicaines? Bon, avant d'aller à la jeunesse républicaine, aujourd'hui, d'abord, au niveau du département de Bakel, le seul problème que nous avons, que vous-même vous avez remarqué, parce que vous me l'avez demandé, c'est qu'il n'y a pas de promotion des jeunes, en réalité. Parce que de 2012 jusqu'à aujourd'hui, si je vous dis qu'aucun jeune du département de Bakel n'a pas intégré la fonction publique, vous allez rire. Mais pourtant, c'est la triste réalité. Moi, je ne connais pas un jeune du département de Bakel qui a intégré la fonction publique. Je n'en connais pas. Si vous en connaissez un... Vous en connaissez dans d'autres régions? J'en connais énormément. De jeunes qui ont été recrutés dans la fonction publique. Pour les jeunes de Bakel, la fonction publique est un luxe parce qu'ils ne sont pas parvenus à l'intégrer. Est-ce qu'ils ont l'aptitude? Mais bien sûr, mais nous avons des diplômés comme toutes les autres régions. Nous avons des jeunes qui ont la maîtrise, des jeunes qui ont le bac. Mais, on recrute partout. Mais comme on voit comment l'éducation fonctionne actuellement, on voit des gens qui ont des diplômes, mais que le contenu... Mais voilà, la fonction publique forme ses recrues. La fonction publique forme ses recrues. Une fois recrutés, ces gens-là seront incorporés au sein de la fonction publique, au sein des différents secteurs où ils sont recrutés. Il y aura une formation continue, c'est un perfectionnement. Mais ce n'est pas un problème de diplôme qui se pose. C'est pas un problème de diplôme qui se pose. D'accord. C'est pas un problème. Maintenant, concernant la jeunesse républicaine, moi je pense aujourd'hui il faut que la jeunesse prenne conscience de beaucoup de choses. Parce que
Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le président de la République, Macky Sall, qui a conçu un plan Sénégal émergent avec un horizon de 15 ans, qui va jusqu'en 2035, et que cette jeunesse-là, aujourd'hui, ne parvienne pas correctement à se l'approprier, et que cette jeunesse-là, aujourd'hui, ne parvienne pas tout simplement à véritablement convaincre les Sénégalais que l'enjeu auquel nous faisons face, ce n'est pas un enjeu de troisième mandat. Ça, c'est un débat futile et inutile à la fois. L'enjeu aujourd'hui, c'est que la jeunesse républicaine doit se battre avec, à ses côtés, la jeunesse nationale pour que le plan Sénégal émergent arrive à terme en 2035. Moi, c'est ça ma conviction. Je pense que le plan Sénégal émergent doit arriver en terme. Pourquoi? Parce que si vous regardez, lorsque le président a élaboré ce plan, en 2014, lorsqu'on l'a lancé, nous avons atteint un taux de croissance jamais atteint dans l'histoire économique du pays. Est-ce que le taux de croissance permettez-moi de développer. Permettez-moi de développer. Je vais en venir. Je vais en venir. Permettez-moi tout simplement de développer. Le taux de croissance est en moins de 6,6% de 2014 à nos jours, en moyenne. Au moment où je vous parle, nous nous dirigeons vers 8%. Et en 2022, nous pouvons atteindre une croissance à 2 chiffres. En tout cas, une croissance à 2 chiffres est à notre portée en 2022. C'est très possible. Si en tout cas nous continuons les efforts que nous sommes en train de fournir, si nous continuons de fournir ces mêmes efforts-là, en 2022, nous pourrons atteindre une croissance en 2 chiffres. Et aujourd'hui, le président aussi a réduit le déficit budgétaire. Il a maîtrisé l'inflation à 3%. Aujourd'hui, toutes ces choses-là aujourd'hui me permettent de dire que le président de la République, Macky Sall, mérite la confiance des Sénégalais. Mais sa jeunesse doit contribuer aujourd'hui à ce que cette confiance des Sénégalais, la jeunesse de l'APR doit contribuer aujourd'hui à ce que cette confiance soit explicitée. Et cette autre jeunesse, est-ce qu'il y a seulement la jeunesse de l'APR qui est au Sénégal? Il y a d'autres jeunesses. Bien sûr. Est-ce que le président de la République doit seulement être là pour la jeunesse républicaine? Je vous ai dit, la jeunesse républicaine doit se battre et à ses côtés la jeunesse nationale pour que le PSE arrive à terme. Parce que le PSE, c'est pour la jeunesse. Ce n'est pas pour les adultes qui sont là. Le PSE, en réalité, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Tous les jeunes du Sénégal. En réalité, le PSE, c'est pour eux parce que le président a été suffisamment visionnaire pour dire qu'à l'horizon 2035, si on maintient le cap, on pourra sortir le Sénégal de l'ornière. Et c'est ma conviction profonde, c'est que parler du troisième mandat, c'est juste ne pas comprendre là où veut aller le président. D'accord. Est-ce que vous, personnellement, en tant que jeune, vous pensez que sortir le Sénégal de l'ornière passe par des scandales, des détournements qu'on entend tous azimuts, voilà quoi, ce qui se passe actuellement avec certains dossiers, des dossiers de Petrotim, des 94 milliards. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut croire que en réalité, la politique du président de la République va sortir le Sénégal de l'ornière? Bien sûr. Dans quelle mesure? Vous dis, quand on veut véritablement construire une dynamique de développement, il faut de la patience. Et c'est cette patience aujourd'hui que je demande à la jeunesse républicaine et à la jeunesse nationale. Je m'explique. Oui. Je m'explique. Sur l'affaire, en ce qui concerne nos hydrocarbures, vous savez, le président est issu de ce domaine. C'est son domaine d'études. Aujourd'hui, je me dis que c'est une bénédiction pour le Sénégal d'avoir Macky Sall à la tête du Sénégal. En réalité, c'est une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, en 2013, bien avant les découvertes, le Sénégal a adhéré à l'ITIE. C'est avant les découvertes, parce que les découvertes seront faites fin 2014. 2016, dans la nouvelle constitution, article 25, alinéa 1, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Pourtant, cette disposition n'y était pas depuis 1960. Les ressources naturelles appartenaient à l'État. Le président a remanié ça pour être explicite. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et est-ce qu'on voit ça actuellement? J'en viens. Et il a également introduit au niveau des contrats un accord d'utilisation
Je parle de la transparence dans le secteur des hydrocarbures, dans l'exploitation des hydrocarbures. L'accord d'unitisation, là aussi je vais l'expliquer. Il a également révisé le code pétrolier qui datait de 98, qui était un code incitatif. Aujourd'hui, on y a mis beaucoup de dispositions. Là aussi, si vous voulez, je vais y en revenir. Parce que c'est un code qui est très, 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 très novateur sur beaucoup de questions. Il a également introduit la loi sur le contenu local. Aujourd'hui, toute multinationale, toute compagnie pétrolière qui veut venir au Sénégal est obligée d'élaborer un plan de contenu local. C'est-à-dire pour permettre aux populations de bénéficier globalement des investissements de cette multinationale. D'accord. Au-delà de cela, il y a d'autres textes qui sont en préparation. Le code gazier, récemment, le ministre Mahmoud Matar Cissé a dit que le code gazier est presque prêt. Il y a également la loi sur l'utilisation des revenus qui est en cours d'élaboration. Le code de la pêche sera lui aussi révisé. Le code de l'environnement est en cours de révision. Aujourd'hui, le président a mis en place un environnement juridique, en tout cas un arsenal juridique, qui permet de gérer en toute sécurité et en toute transparence les ressources pétrolières et gazières de ce pays-là. Moi, je ne connais pas un État africain qui a pris de telles dispositions avant l'exploitation de ces ressources pétrolières. Le Nigeria, qui est un pays qui s'est lancé dans l'exploitation pétrolière avant nous, n'a élaboré sa loi sur le contenu local qu'en 2010. The Nigeria Local Contents Act n'a été voté qu'en 2010, c'est-à-dire quelques années plus tard. Aujourd'hui, le Sénégal, nous avons eu la chance, avec Macky Sall, d'avoir cette loi-là à disposition avant même l'exploitation de nos ressources. Et toutes les autres compagnies qui voudront signer véritablement des conventions de recherche avec le Sénégal doivent adopter un plan de contenu local. D'accord. Alors ça, c'est clair. Alors si on en revient à cette jeunesse-là, donc la jeunesse républicaine notamment, le président de la République avait des attentes. Voilà, il avait des attentes. Là, j'en reviens. Parce que le président de la République, c'est vrai qu'il a suspendu les subventions, comme vous l'avez tantôt dit. Mais on ne peut pas continuer à donner des subventions à une jeunesse qui, en réalité, ne connaît pas ses missions. À une jeunesse qui n'a pas d'objectif. Quelles doivent être les missions de la jeunesse? Il y a des jeunes. Il y a des jeunes dans le parti aujourd'hui. Ils font la fierté de l'Alliance pour la République. Mais ils sont une poignée de jeunes, malheureusement. C'est une Vous en faites partie? Poignée de jeunes. Moi, je ne me citerai pas dedans. Mais il y a des jeunes, je ne citerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront à travers mon speech qu'ils sont une référence. Parce qu'ils sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Maintenant, pour la grande majorité, au sein de l'APR, nous avons un problème de discipline qui se pose. Il faut qu'on se le dise, les yeux dans les yeux. La COJER ne peut pas tenir une réunion sans pour autant qu'il y ait boucan. Est-ce que le parti APR dispose d'une école de parti comme cela se passait au Parti Socialiste, qui est quand même une référence en matière de discipline de parti? On a une école de parti. On a une école de parti. À quoi ça sert? L'école ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, la jeunesse ignore ses missions. Aujourd'hui, la jeunesse républicaine, pour des raisons d'efficacité, doit s'organiser de manière efficiente. La structure verticale de la jeunesse doit être organisée. Je parle, il faut une équipe, un bureau. La structure horizontale, je parle des coordinations départementales, elles doivent être réanimées. Aujourd'hui, on ne peut pas, de 2012 à aujourd'hui, continuer à fonctionner avec les mêmes têtes. Mais c'est pas possible. Tout ça, à aujourd'hui, quelle fin? Le président à quelle fin? a nommé un camarade, un ami que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup à la tête de cette structure, mais il faudrait quand même qu'il fasse un effort. Il faudrait véritablement réorganiser la COJER en profondeur et en surface. Parce que la mission qui nous attend, ce n'est pas un enjeu de troisième mandat, je le répète, c'est un hors débat. La mission qui nous attend, c'est de se battre jusqu'à ce que le PSE arrive à terme. C'est ça l'objectif qui doit être l'objectif. Vous ne pensez pas que Ousmane Sonko pourrait être votre obstacle?
pourrait gagner peut-être, ou un autre candidat pourrait gagner l'élection de 2024. Vous savez, vous projetez 2035. Ousmane Sonko, vous savez, c'est un personnage contradictoire. Sonko s'est autoproclamé expert patenté dans le domaine dans le sous-secteur, dans le secteur de l'industrie pétrolière, alors qu'il n'en sait pas plus que moi qui vous parle ici. Il a écrit un ouvrage d'une centaine de pages. Vous parlez en tant que membre de l'APR, en non, tant qu'opposant? Je ne parle pas en tant qu'opposant. J'ai lu l'ouvrage de Sonko. Mais c'est une aberration que d'écrire un ouvrage titré Spoliation des ressources pétrolières du Sénégal alors qu'aucune ressource n'est sortie de terre. C'est une aberration. Oui, moi, j'ai commencé à lire. On est en train de J'ai commencé à lire. J'ai arrêté ma lecture parce qu'il n'y a aucune source dans les dires de Sonko. Il prend pour référence des meetings, des déclarations de guerre qu'avait fait Abdoulaye Wade. Je pense que il ne faudrait pas aujourd'hui que ce slogan qui dit que les ressources naturelles, surtout le pétrole, est une malédiction en Afrique. Il ne faudrait pas que cela nous arrive par le mensonge de certains. C'est parce que nous nous sommes tus que le mensonge d'autres. Non, ça ne peut passer par là. Non, jusqu'à la preuve du contraire. L'affaire Petro-Tim actuellement, il y a des auditions qui sont en cours. Je laisse ça entre les mains de la justice. Je n'en parlerai pas. Mais Ousmane Sonko, il faut comprendre que il a un argumentaire faux, un argumentaire mensonger. Et ça a prospéré parce que tout simplement nous nous sommes tus. Ça a prospéré parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, la jeunesse consent. Non, c'est pas une question de consentir. Parce que vous êtes conscient que ce qu'il dit est vrai, que vous n'avez pas pu c'est pas que ce qu'il dit avoir est vrai. quelque chose à dire. Non, loin de là. Ousmane Sonko, vous savez, son discours est mensonger et attractif parce que nous nous sommes tus tout simplement. Arrêtons-nous là. Nous nous sommes tus. Pourtant, il y a eu des ténors de l'APR qui se sont levés pour répondre à Ousmane Sonko. Malgré tout, la jeunesse continue de croire à Ousmane Sonko. Non, mais c'est pas la jeunesse ne croit pas à Ousmane Sonko. Ben si. Non, je ne suis pas d'accord. Nous croyons à Macky Sall. Parce que Ousmane Sonko, en réalité, une partie de la jeunesse, Ousmane Sonko porte un programme qui est adapté aux besoins de la jeunesse. Un programme que la jeunesse a attendu pendant des années qu'il n'a pas vu. Mais Ousmane Sonko a porté ce programme-là. Moi, je ne connais pas le programme de Sonko. Par contre, je connais des accusations. La calomnie, le livre d'Ousmane Sonko sans lire son programme. Ce que je perçois, c'est Sonko. C'est que pour lui, il est tout le temps dans la diffamation, dans la calomnie. Il est dans la dénonciation. C'est pas de la dénonciation. Vous savez, quand on dénonce avec des preuves tangibles, palpables. Mais lorsque on n'a pas de preuves, cela ne s'appelle pas de la dénonciation, mais c'est de la diffamation. Cela ne s'appelle pas de la dénonciation, mais c'est de la calomnie. Et pourtant, les gens que Sonko vise ne portent pas plainte. Il y a de quoi se poser une question. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, à la moindre déclaration, brandir une plainte. Nous sommes dans un état de droit. Donc, quand on parle de diffamation, c'est grave. Nous sommes en démocratie. Et ces gens-là, ils se positionnent sur le terrain politique pour justement avancer des arguments douteux. Ils ont l'art du maniement du doute. Moi, je connais ces gens-là. Je les connais suffisamment. C'est pour cela qu'ils n'oseront jamais faire face à ma personne. C'est un appel que vous lancez à... Non, mais moi, j'ai appelé combien de militants du PASTEF pour qu'on se retrouve autour de la table devant une caméra, mais ils refuseront toujours parce qu'ils savent véritablement qu'ils n'auront jamais des arguments devant moi. Parce que ce que le président est en train de faire, il est sur la bonne voie. Et que moi, personnellement, je vais me battre pour que le plan Sénégal émergent, qui est conçu pour moi, jeune, pour que mes enfants en profitent. Ça, je peux vous le garantir. D'accord. Alors, nous n'avons pas malheureusement beaucoup de temps. Je pense que nous avons assez échangé. Mamadou Niang, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est juste pour vous remercier. Vous remercier de m'avoir invité ici pour échanger avec vous sur des sujets qui touchent la vie nationale, qui touchent Bakel, notre sensibilité commune. Et
je ne vous remercierai jamais assez pour cela. Et vraiment, merci encore une fois de plus. Merci à vous également d'être venu dans nos studios. Merci à vous également, amis internautes, de nous avoir suivis. À très vite pour un autre rendez-vous.